Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis supposé être l'introducteur de cet après-midi et puis d'enchaîner avec un exposé sur un deuxième de mes dadas, le premier étant, vous l'aurez compris, la virologie, et le second étant ce qu'on appelle la recherche ouverte, open science. Et j'essaierai de vous positionner les difficultés que on peut avoir quand on veut établir de la science ouverte, et en particulier en période de pandémie ou supposée telle. Bien, alors, cet après-midi, donc en tant qu'introduction de l'après-midi, cet après-midi, on va passer du volet plus juridique à un volet plus science, science, médecine, sociologie, sciences de la santé, de manière générale. Et donc nous aurons une série d'orateurs et on terminera par une vision politique des choses. Parce que tout est mêlé, parce que finalement, dans le fond, c'est bien, et je pense que ce soit bien que ce soit un virologue qui le dise, la problématique que nous vivons depuis 3 ans n'est pas que virologique, elle est même beaucoup moins que ce qu'on a pensé qu'elle était. Ça, je le dis depuis le début, et je me fais massacrer, bien entendu. Mais je constate que je me fais de moins en moins massacrer. C'est-à-dire que les idées que je défends, moi j'ai l'impression de rabâcher toujours la même chose, mais maintenant, ça devient énonçable. Donc, il y en a même d'autres qui l'énoncent, donc c'est quand même un grand problème. Donc ce que je vais faire, c'est essayer d'introduire les choses en faisant un petit rappel des éléments scientifiques qui sont indispensables pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui s'est passé, mais surtout pour éviter que ça se reproduise. Et donc, autant je suis optimiste sur le fait que les choses sont en train d'évoluer, que tout le monde est en train de comprendre maintenant, enfin de plus en plus. On voit même des vrais récalcitrants commencer à s'assouplir, donc ça devient intéressant. Mais ce qui est évidemment extrêmement risqué, c'est que l'idée qui reste dans le fond, c'est que on s'est peut-être un peu trompé, mais dans le fond, on ne va pas commencer à se remettre en question, on ne va pas remettre en question tous les actes qu'on a posés, et donc on va quand même essayer de conclure que finalement, ça en est pas mal tiré, et que le fait que nous soyons aussi nombreux dans la salle aujourd'hui vous fait la démonstration que ce virus, finalement, ne tue pas tout le monde, quoi. On rit, mais en 2020, c'était le credo, hein, c'était le dogme. Et c'est sur ce dogme que tout a été fondé. Et quand vous aviez un virologue qui osait dire que dans le fond, c'est jamais qu'un coronavirus, qu'on connaît depuis extrêmement longtemps, que celui-là avait probablement été un petit peu bricolé, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut bien constater que ce virus n'est pas venu de nulle part comme ça, et que le pangolin a eu bon dos, mais qu'il faut absolument prendre un certain nombre de dispositions pour que ce type d'événement, même s'il a été malencontreusement involontaire, ne se reproduise pas. Hein. Donc il faut quand même, à un certain moment, que l'enquête sur d'où vient ce virus aboutisse et qu'on ait les éléments pour aboutir. Vous comprendrez tous que politiquement, c'est encore infaisable aujourd'hui. Surtout avec les Chine, Russie, Ukraine, machin, ça devient très compliqué. Bien. Alors, voilà, je vous ai amené une petite nouveauté. C'est pas tout à fait nouveau, ça date de quelques semaines quand même. Mais donc la directrice du Center for Disease Control aux États-Unis,
qui est quand même la mecque du contrôle de la santé aux États-Unis, a reconnu qu'ils avaient été responsables d'un certain nombre d'erreurs. Et que même s'ils font un travail formidable, ils subissent toujours les conséquences de ces erreurs. Alors c'est quoi subir les conséquences de ces erreurs? C'est très ambigu, hein, parce que moi, en première lecture, je me dis, ah bon, donc oui, donc ils ont fait des erreurs et ça traîne toujours maintenant et on est toujours en train de les payer, leurs erreurs. Non, pas tout à fait ça, c'est nous subissons toujours les conséquences de ces erreurs, c'est-à-dire que nous avons eu notre crédibilité qui en a souffert, hein, ce qui ne peut pas arriver. Donc il faut viser à renforcer la transparence, hein, j'adore le terme, en publiant des données plus rapidement et en améliorant la communication avec le public. Donc ce sont des gens qui ont quand même forte tendance à confondre communication et propagande, donc il faut aussi être extrêmement attentif. Alors j'ai cru bien faire en étant, parce que j'ai une manie, c'est qu'il y a toujours de mettre mes sources, j'ai cru bien faire en les mettant en bleu foncé, mais probablement que vous ne savez rien lire du tout, et que même si vous savez lire, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais donc mes médias sont à disposition pour ceux qui voudraient avoir les références, bien entendu. Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis, évidemment. Ici, on a un représentant officiel, hein, du gouvernement qui nous donne ses impressions. Et donc, voilà, grande erreur, on regrette. Hein. On s'est quand même trompé, etc. Mais enfin, il ne faut pas non plus trop se tromper, parce que quand quelqu'un dit « je regrette des erreurs que j'ai faites, je ne les ferai plus la prochaine fois parce que j'irai plus vite et plus fort ». Bien, alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous d'attirer votre attention sur l'impact. Non pas, donc, quand on entend parler de l'impact, tout le monde parle de l'impact du Covid-19, ou de la Covid-19. Tout le monde parle de l'impact de la pandémie. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'impact des mesures de prévention ou de protection par rapport à la pandémie. Donc, vous êtes tous ici, je pense, convaincus. S'il y en a un qui n'est pas convaincu, il peut lever le doigt. Je crois que nous sommes un peu tous du même avis. Hein. Je ne vais pas faire de grandes conversions aujourd'hui, je crois. Mais bon, voilà. Importance de la santé mentale. Donc là, il faut vraiment y faire très attention parce qu'il est en train de se passer des choses compliquées. Et comme on l'a mentionné, j'ai présidé WBE pendant 2 ans. Et donc, dans ce cadre-là, c'était évidemment en pleine pandémie. Et je me suis rendu compte de l'impact sur les enfants, les adolescents, des mesures. Et ce n'est pas négligeable. Et il y a là aussi des références intéressantes à lire. Donc, il y a 2 grandes sortes de mesures. Il y a les mesures physiques, hein, qui sont celles qu'on a mises en place tout de suite, puisque tout de suite, on n'a pas pu envisager de soigner les patients. Hein. Si les médecins dans la salle, ils savent qu'on n'a pas pu soigner les patients. Quand j'ai été convoqué devant l'ordre des médecins, vu toutes les hérésies que je proférais, on m'a demandé un certain nombre de choses et j'ai fait remarquer que les médecins avaient été dissuadés de soigner les malades en première ligne et on m'a dit que ça n'avait jamais été le cas. Je ne savais pas de quoi je parlais. Bien, je sais, pour les avoir rencontrés tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont vécu ça, je dirais, dans leur chair. Alors, deux grandes sortes d'actions. Les premières sont les actions physiques, c'est-à-dire, et il y a une logique, hein, c'est comment faire pour ne pas se transmettre le virus d'une personne à l'autre et donc pour ne pas propager l'épidémie. C'est quelque chose qu'on connaît depuis de temps. Et on sait que pour les virus respiratoires, il ne faut pas se respirer dans le nez les uns des autres. Donc, masque évidemment, distanciation sociale, le fameux 1,50 m,
Alors ce qui était rigolo, enfin il y a quand même une petite anecdote à raconter, mais ce qui était rigolo, c'est que le 1m50, il était aussi en hauteur, donc quand vous étiez au restaurant assis, il n'y avait pas de problème, et les virus, ça commence à 1m50, et quand vous vous levez, vous communiquez. Bien entendu. On n'a pas encore trouvé la loi physique qui explique pourquoi les virus ne descendent pas en dessous du médecin. Et alors, le pompon, le lockdown, avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Donc, ce qu'on appelle la rétractation économique, un stress psychologique important, qui peut aller jusqu'au suicide, et on a vu quand même qu'il y avait une augmentation du nombre de suicides qui devait bien s'expliquer d'une manière ou d'une autre, et des perturbations nombreuses d'institutions sociales diverses, évidemment, dont les écoles, etc., enfin, tout ce qui fait partie de la vie sociale. Rétractation économique au sens perte d'emploi, fermeture d'entreprises, début de récession. Après, évidemment, l'Ukraine a un peu aidé à expliquer les choses quand il n'y avait plus assez de virus pour l'expliquer. Stress psychologique, anxiété, dépression, les suicides, les violences domestiques, tout ça a explosé. Éducation, soins de santé et même les rassemblements religieux qui en ont souffert. Alors ça ce sont les impacts et on sera plusieurs à vous en parler. Il y a aussi le problème vaccin. Alors, le problème vaccin, c'est que, et ça c'est une affirmation qui n'est que de moi, c'est que les vaccins ne sont pas la panacée. Je disais ça en septembre 2020 dans un film célèbre qui est Ceci n'est pas un complot, où on me demandait si je me ferais un jour vacciner. Je dis sûrement pas. J'ai tenu bon. Et par rapport à ça, on m'a dit, et qu'est-ce que vous ferez si on rend la vaccination obligatoire? Et j'avais répondu une phrase demeurée célèbre, c'est « je serai objecteur de conscience ». Et donc j'ai été objecteur de conscience, pas vraiment, puisque ça n'a pas été obligatoire. Enfin, la pression était telle que c'était pratiquement obligatoire. Toute ma famille, mes enfants et mes petits-enfants sont vaccinés à une grande âme parce qu'ils voulaient partir en vacances. Donc c'est ça une obligation. Il ne faut pas déguiser la réalité des choses. C'est pas la peur d'aller en prison, c'est la peur de ne pas pouvoir aller faire du ski ou aller en vacances d'été. Bien. Alors, pour faire passer l'idée d'un vaccin et dans un rythme aussi rapide, enfin, avec une rapidité aussi grande, il faut remplir un certain nombre de conditions. La première, c'est que le vaccin doit être sûr. La deuxième, c'est qu'il doit être efficace. Il me semble qu'on doit mettre la sécurité avant l'efficacité. On a l'habitude, vous connaissez tous les vaccins contre la grippe qui sont notoirement inefficaces. Au début, je m'étais déjà battu, moi, dans les années 70, c'est vous dire mon âge, dans les années 70, contre la vaccination généralisée contre la grippe, parce que non seulement le vaccin était inefficace, mais il n'était pas sûr du tout. Et donc, à cette époque-là, c'était aussi un combat, mais qu'on a gagné, puisqu'on n'a jamais imposé la vaccination, on n'a fait que la recommander, et encore chez les personnes âgées, jusqu'à aujourd'hui. C'était un vaccin, évidemment, sur lequel il y avait une pression énorme du point de vue financier, puisqu'il s'agissait de vacciner, si possible, tout le monde, et tous les ans. Donc, la notion de revacciner était déjà très puissante. La sécurité du vaccin, et je parle ici du vaccin Covid, de plus en plus souvent mise en cause, vous en lisez autant d'articles que moi là-dessus, et en particulier le problème des myocardites chez les jeunes de moins de 45 ans, et en particulier chez les adolescents, donc chez les 15-25 ans, où là il y a de fortes présomptions d'un lien de cause à effet, mais il est difficile de mettre en évidence un lien de cause à effet dans un système comme le nôtre où nous vivons, où la pharmacovigilance est aussi désastreuse. Dans un colloque dans lequel j'ai participé
il y a bientôt deux mois, et qui a fait pas mal parler de lui, qui s'est passé sur les bords du lac, à Genval, et là nous avons eu de grands orateurs qui nous ont expliqué que, qui ont concédé que, effectivement, la pharmacovigilance telle qu'elle est pratiquée chez nous n'est pas du tout efficace, puisque c'est au bon vouloir du médecin de décider si oui ou non quelque chose qui survient après une vaccination doit être déclaré ou pas déclaré. Une vraie pharmacovigilance, c'est tout ce qui survient après une vaccination, même si moi, avec tout le savoir que j'ai, je pense que ça n'a pas de relation, je dois quand même le déclarer. Donc il doit y avoir une déclaration universelle de toutes les anomalies qui se présentent après la prise d'un vaccin. Et pas 15 jours après, évidemment, comme la pharmacovigilance faiblarde que nous avons en plus le préconise. Donc les 14 jours, il y a 14 jours de neutralité dans lesquels il ne se passe rien. Tout le monde imagine très bien que si on essaye de savoir l'effet d'un vaccin, c'est quand même un peu bizarre de ne pas regarder pendant 14 jours. Hein. Bon. Et donc vous imaginez le nombre de choses qui peuvent se passer dans les 14 jours, et ça n'est pas rapporté. Ou c'est plutôt rapporté à charge de l'épisode précédent. Donc si vous êtes dans une deuxième vaccination, plus 10 jours, ce qui survient est attribuable à la première vaccination. Ben, oui. Et si c'est votre première vaccination, c'est attribuable au fait que vous n'étiez pas vacciné, bien entendu. Donc voilà, comment on peut arriver à fausser des données de manière relativement spectaculaire, et c'est tout à fait étonnant qu'on n'ait pas encore pris des dispositions pour faire en sorte que nous ayons une pharmacovigilance correcte. Mais il n'y a pas que la Belgique, c'est partout pareil. Dans le temps, les Anglais faisaient les choses beaucoup mieux parce que c'est une grande tradition de pharmacovigilance, et donc ils déclaraient vraiment tout. Et après, c'est la statistique qui fait le tri, bien entendu. C'est ça le principe de la pharmacovigilance. Ici, nous travaillons avec des pharmacovigilances. Je discute avec des gens qui me disent « Oui, mais mon cousin, lui, il a eu ceci et il n'a pas eu cela. » C'est ce qu'on appelle l'anecdotisme, et nous sommes en permanence dans de l'anecdotisme. Donc quand on dit finalement le virus il a eu des effets, mais il n'a pas tué tout le monde, hein, comme on disait. Effectivement, il n'a pas tué tout le monde, mais moi j'ai le voisin 4 maisons plus loin qui lui est mort pendant ce moment-là, et donc moi j'y crois évidemment, hein, au fait que tout le monde meurt aussi. Donc voilà, il y a une approche qui laisse à désirer. Alors je passe rapidement sur les vaccins nouveaux à ARN messager parce qu'on pourra en parler longtemps, mais ce que moi, en tant que virologue et biologiste moléculaire, ce que je ne peux absolument pas comprendre, c'est que mes homologues et collègues aient marché dans la notion de on va faire des vaccins à ARN messager en trouvant que c'était fantastique. Donc la première fois qu'on m'en a parlé, j'ai dit c'est génial. Et puis en réfléchissant un petit peu, oui mais attention, donc nous ne sommes pas en face d'un vaccin, nous sommes en face d'un précurseur génétique de vaccin. C'est une formule qu'on devrait utiliser tout le temps. Et comme dire qu'on est dans une phase expérimentale, ben c'est clair qu'on est dans une phase expérimentale, il faut le reconnaître, on n'a pas le recul. Si on vous raconte qu'on a fait des essais anti-cancer depuis 10 ou 15 ans, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout la même chose de venir avec une véritable bombe moléculaire que l'on ne connaît pas bien chez quelqu'un qui est en train de mourir de son cancer et pour lequel c'est évidemment une action de dernier recours pour essayer de lui trouver quelque chose qui fonctionne. Donc c'est pas la même chose et c'est une action thérapeutique.
ce qu'on vise en inoculant à ce moment-là, c'est faire en sorte de soigner la personne et de lui faire arrêter son cancer. C'est pas du tout la même chose que de faire quelque chose de préventif dans une population saine et encore moins dans une immense population qui est la population générale. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Donc ce sont les précurseurs génétiques, ça c'est sûr, alors ça effraie à cause du mot génétique, mais ça peut évidemment, parce que c'est quand même, on ne sait pas exactement ce qu'on fait une fois que ces ARN messagers sont dans le corps. On nous a dit, il n'y a pas de souci, les ARN messagers sont très labiles, hein, ça veut dire qu'ils disparaissent très très vite, et ça, donc quand j'avais des objections par rapport à ça, on me disait, mais enfin, vous êtes biologiste moléculaire, vous savez très bien qu'un ARN messager, ça dure que quelques instants. Et après, c'est dégradé par une ribonucléase. Le problème, c'est que ce qu'on ne nous a pas dit au début, quand on nous a annoncé ce vaccin, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un ARN messager naturel, mais d'ARN messager dans lesquels 2 des 4 bases ont été remplacées par des analogues. On peut se demander pourquoi. Alors on a commencé à nous dire, mais c'est tout simplement pour rendre l'ARN moins immunogène. C'est-à-dire que quand on injecte de l'ARN, il peut déclencher des réactions immunitaires. En fait, c'est surtout lorsqu'il est en double chaîne, parce qu'il y a un mécanisme chez nous tous qui fait que nos cellules reconnaissent les ARN en double chaîne et les éliminent très rapidement. Mais ici, en fait, la modification des ribonucléotides, c'était pour donner une stabilité, et finalement, aussi bien Pfizer que Moderna ont reconnu que c'était pour donner une certaine stabilité. À un moment où ils ont été accusés du fait que ceux qu'ils inoculaient étaient tellement labiles que ça n'aurait pas le temps de faire une réponse immunitaire, ils ont dit non, mais on les a quand même stabilisés. Hein. Donc ils ont commencé par nous dire non, c'est très labile, très cassé pas, ça va tout de suite. Et puis après c'est devenu, mais tout compte fait, oui, non, on les a blindés pour qu'ils ne soient pas dégradés trop vite. Et donc il y a eu des expériences qui ont montré qu'on pouvait les retrouver assez longtemps après. On les retrouvait même dans le lait des femmes lactantes. Enfin bref, donc on ne sait pas quoi. Hein. Et donc ce qu'on fait quand on inocule ça, c'est qu'on confie à nos cellules la mission de faire ce qu'une usine de production de vaccins normalement fait, avec tous les contrôles, bien entendu, en quantité et en durée. Ici, on a de contrôle ni sur la durée, ni sur la quantité. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc moi, je ne dis pas que c'est dangereux, ni que c'est méchant, ni que ça fait mourir des gens, etc. Je ne dis rien de tout ça. Je dis simplement, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, est-ce qu'on vaccine toute une population sans savoir? C'est ce qu'on a fait. Alors, on a de la chance, parce qu'effectivement, ça n'a pas été un ravage épouvantable. Mais quand on voit quand même le nombre de cas, pour reprendre rien que les myocardites chez les jeunes, le taux est quand même nettement plus élevé que on l'a connu auparavant, et par conséquent, il y a quand même matière à faire jouer le principe de précaution. Donc ça, c'est important. Et ce principe de précaution, beaucoup de gens l'ont jeté à rien en disant vous savez très bien qu'on a fait d'autres vaccinations. Quand Pasteur a fait inoculer ce jeune garçon avec son vaccin contre la rage, il prenait des risques bien plus grands. Oui, c'est vrai, il prenait des risques plus grands. Le gosse avait été mordu par un chien, il y a un gros doute. Et enfin, il paraît que finalement, il n'aurait pas eu la rage, mais enfin, on ne va pas le dire. Et il était tout seul. Hein, on n'a pas vacciné 2 milliards de personnes avec un produit dont on ne connaît pas vraiment les caractéristiques. Bien, alors est-ce que le vaccin est efficace? Là, je n'ai pas besoin de vous bassiner avec ça, parce que ça commence à faire bientôt 2 ans qu'on sait que non, et que non, en tout cas, du point de vue de la transmission. Alors une chose qu'il faut comprendre, c'est que comme on vous inocule le vaccin en intramusculaire, il peut effectivement faire développer des anticorps, et on le voit et on les mesure,
Mais les anticorps qui circulent n'ont rien à voir avec la protection au niveau respiratoire, où on a besoin de l'immunoglobuline A, qui sont des immunoglobulines, donc des anticorps sécrétoires, qui sont dans les sécrétions, et donc qui protègent contre l'entrée du virus et contre sa propagation dans les voies respiratoires, ce qui est l'endroit dont ils vont repartir chez une autre personne. Donc, d'une part, avec un virus qui rend vraiment, on peut bien sûr être malade, et chez les jeunes on ne verra rien du tout, pratiquement jamais, mais par contre on se développe une protection qui fait que la prochaine fois que le virus arrive, il est neutralisé avant le temps de se multiplier, de repartir et de se propager. Donc la lutte contre la propagation, la meilleure, c'est évidemment l'infection naturelle. Maintenant, on est d'accord que l'infection naturelle n'est pas complètement sans danger, mais donc il faut peser des risques par rapport à un vaccin qui va être un vaccin qui va empêcher le virus de passer dans le sang, ou s'il passe dans le sang, il va le neutraliser, les anticorps vont le neutraliser, et à ce moment-là, on a un certain degré de protection contre les formes graves. C'est une histoire qu'on connaît très très bien, qu'on a connue très très bien avec la polio. La polio, le virus de la polio passe dans le système digestif, et là, il provoque la production d'anticorps qui vont protéger pour une infection ultérieure. Si les plus anciens parmi vous se souviennent peut-être de la petite cuillère qui servait à donner le vaccin vivant atténué, il était atténué, donc il était moins pathogène que le vrai, mais il conférait une protection dans le système digestif. Le problème, c'est que, comme il était simplement atténué, il pouvait subir des mutations, c'était aussi un virus à ARN, des mutations qui allaient le faire redevenir sauvage. Et donc on pouvait excréter et envoyer dans les eaux usées du virus qui était redevenu sauvage, ce qu'on appelle un révertant, qui réversait son inactivation. Donc ça veut dire qu'on pouvait quand même continuer à propager du virus sauvage dans les eaux et donc risquer de contaminer d'autres personnes. Et donc on a abandonné ça finalement pour une vaccination avec un virus, avec un virus qui n'était plus un virus vivant, mais un virus inactivé, et c'est une intramusculaire. Et dans ce cas-là, évidemment, on a des anticorps au niveau du système circulatoire. Ça n'empêche non plus pas le virus de se propager, puisque ça ne donne pas une immunité mucosale qui protégerait contre la multiplication dans le système digestif. Mais l'avantage, c'est que la polio ne vous donne qu'une petite diarrhée sans gravité, sauf si le virus passe dans le sang, et que par le sang, il arrive au niveau du système nerveux, il va infecter les cellules nerveuses et il va provoquer la poliomyélite, qui est la maladie paralysante, qui était un fléau chez les enfants jusqu'à une époque où moi j'étais petit et j'ai eu des condisciples qui se sont retrouvés dans un poumon d'acier et ils sont morts d'ailleurs. Donc tout ça a très largement disparu, mais ça ne veut pas dire qu'on est tranquille. Et là, on arrive sur une autre notion qui est celle de l'éradication des virus, où, à part la variole, qui est un cas tout à fait particulier, on n'est jamais arrivé à éradiquer un virus, et le virus de la polio, il existe toujours bien aujourd'hui, et simplement il est contrôlé, il n'est pas éradiqué, il est contrôlé par la vaccination générale. Donc, voilà, il y a une similitude. Le fait d'avoir des anticorps circulants pour un virus qui cause des dommages, soit dans le tube digestif, soit dans le système respiratoire, eh bien, ce n'est pas la même chose, et ce sont, dans les deux cas, les formes graves qui peuvent être tempérées, voire complètement limitées, bien entendu. Donc voilà, ça a fort changé, et
au fil des inoculations successives, on constate que l'efficacité diminue de plus en plus. Et donc, à un point qu'elle peut même devenir négative. Et vous vous souvenez probablement de ce qui s'est passé au mois de septembre, où tout a basculé. C'est le moment où Ciersano a décidé de ne plus parler de l'efficacité de la réduction des chances d'être contaminé et malade. Suite aux différents boosters vaccinaux, on s'est rendu compte que, avec la répétition, on arrivait à finalement une protection négative, ce qui est une manière pudique de parler d'une augmentation de la contamination, bien entendu. Donc, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on avait plus de chances d'être contaminé si on était vacciné que pas vacciné. Vous connaissez sans doute beaucoup de gens, moi je connais énormément, et je ne vais pas faire de l'anecdotisme, mais là ça devient vraiment beaucoup. À peu près tous les gens, tous mes amis de mon âge ont eu 4 et parfois 5 vaccinations, et ils ont tous été malades comme des chiens de ceux qui étaient manifestement Covid, testés positifs clairement, et donc voilà, certains même fait plusieurs fois. Donc, ce qui est amusant, c'est que quand je leur dis « Ah bon, et tu es vacciné 5 fois et tu me fais le Covid ?» Oui, tu te rends compte si j'avais pas été vacciné. Et donc ça désamorce tout ce qu'on peut raconter. Tout ce que je viens de vous dire pendant 10 minutes, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons avoir... je vais juste vous donner un petit aperçu de quelques notions qui vont être en relation avec ce que Jacques nous a raconté et ça va ce matin sur la manipulation des données, mais particulièrement dans le domaine de la recherche. Vous allez voir que c'est un domaine d'exception. Donc je vais être assez bref là-dessus. Et ensuite, nous entendrons Elisabeth Paul qui nous parlera de ce qu'on appelle la science et parfois abusivement, donc de quoi parlons-nous réellement, et elle est spécialiste en santé publique. Fred Caruso nous parlera du point de vue médical de la gestion de la Covid-19, là il y a un historique un peu pesant. Ensuite, Olivier Servet abordera le volet sociologique, donc les liens sociaux, l'impact des mesures sur les liens sociaux et sur la santé mentale, et Vincent Laborderie sur les aspects politiques de la crise Covid-19. Comme ça, on aura couvert tout le domaine.